Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. On va commencer, alors ça, ce qui est le sujet du moment, la question autour des brevets, autour des brevets sur les vaccins. Alors on peut poser la question à des responsables politiques, on peut poser la question à des activistes, à des journalistes, à des commentateurs. Moi j'ai envie de poser la question à celle qui est au cœur de tout ça, c'est-à-dire à la fois médecin et investisseur, investisseuse, voilà. Elle connaît parfaitement les deux bouts de la chaîne. Donc vous allez voir, en plus c'est un parcours passionnant. Raphaël Torgman est notre première invitée sur Sud Radio. Et donc on démarre avec Raphaël Torgman. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Donc fondatrice de Jaito Capital, mais médecin, mais vous n'êtes pas resté médecin très longtemps, parce que je voyais votre carrière. Alors d'ailleurs, on le met au féminin, investisseuse. Investisseuse, oui, on peut. Médecin aussi, très important, au masculin ou au féminin, puisque j'y suis restée quand même quelques années, et c'est ce qui a drivé toute ma future carrière et mon intérêt pour développer à travers des investissements, développer des nouvelles molécules qui un jour vont servir aux patients. Une spécialité. L'obsession du patient. Oui, tout à fait. Hématologie clinique, voilà. C'est-à-dire tout ce qui est les leucémies, voilà. Qui est une spécialité très riche par lesquelles on a d'ailleurs découvert les premières grandes découvertes dans le cancer en général, ouais. Viennent des leucémies. Mais alors c'est quoi la démarche? C'est un moment, ça doit être particulièrement compliqué d'ailleurs comme métier que de soigner le cancer, mais à un moment on se dit je serais peut-être en fait plus efficace en remontant en amont du traitement, c'est-à-dire sur les molécules, et financer la recherche pour trouver les bonnes molécules? Alors c'est plus efficace ou complémentaire, ou d'autres moyens d'accélérer pour le patient. Ouais. Toujours mon obsession. Donc première partie médecin, deuxième partie chercheur avec l'INSERM. Donc pour comprendre déjà à cette époque qu'est-ce qu'il y a derrière le patient, donc en termes de cellules, de biologie, et puis in fine effectivement me tourner vers l'investissement, qui est une autre façon d'accélérer, et je pense on espère plus efficace même si c'est indirectement. Pardon Raphaël, mais parce que je pense que ceux qui écoutent Bismart sont très intéressés par les parcours. C'est passionnant les parcours, et surtout l'accélération, des connaissances, ça. Bref, on va tous avoir des parcours fragmentés, très intéressants à raconter. C'est quoi la bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'hôpital à... C'est Sofinnova Nova Partners, c'est ça, exact, Sofinnova Nova Partners. Grande maison de gestion quand même. Bien sûr. Et comment se fait la bascule? Alors merci de poser cette question, parce que clairement l'intérêt pour la médecine pendant mes années médicales, et je pense que l'hématologie clinique est la plus belle des spécialités, puisque vous avez à la fois la science, le patient, de considérer de travailler en équipe, vous avez le patient mais aussi très grave, donc avec plein d'autres maladies. Donc c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé. La science, c'était pour comprendre derrière et pour faire une carrière hospitalo-universitaire. Au début, j'étais un peu programmée comme certains pour la PHP. Et puis j'ai été curieuse à l'époque, donc ça fait presque 20 ans maintenant, d'entendre parler des médicaments innovants qui venaient pour la plupart, enfin à l'époque c'était 45% des médicaments innovants vendus par la Big Pharma qui venaient des petites start-up. Et donc ça m'a intriguée. Et donc de là j'ai rencontré avec ma double casquette, donc médecin-chercheur, plusieurs personnes, dont certains m'ont conseillé le capital risque et l'investissement. Et pour être honnête, je ne savais même pas ce que c'était, parce que en France on n'est pas éduqué pour savoir ça, en tout cas il y a 20 ans. Et de là j'ai rencontré plusieurs investisseurs, dont Sofinnova Nova Partners, qui cherchait un médecin dans l'équipe, et j'ai rejoint directement cette équipe, et où j'ai appris le métier d'investissement. Mais j'en ai vu des virages, Raphaël, mais celui-là est quand même sacrément spectaculaire. Ouais, il y a beaucoup de parallèles, mais enfin, il en manque un, c'est le contact avec le malade. Alors, ça c'est vrai, surtout que moi c'était une spécialité où il y avait beaucoup de contacts. Mais... C'est vrai, néanmoins, il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire de faire le bon diagnostic sur les hommes, qui sont les entrepreneurs qu'on finance, qu'on accompagne. Non mais c'est vrai, et puis, quand vous faites, ça vous fait sourire, mais c'est vrai. C'est vrai, d'avoir un sens clinique, alors ça veut pas dire que je me trompe pas et qu'on se trompe pas, mais un sens clinique, et puis les situations humaines, et aussi apprendre à passer à l'acte, parce que je crois qu'en tant qu'investisseur, à un moment donné, il faut investir, faut prendre des risques, et on a beau, c'est un peu aussi le parallèle que je fais quand on est médecin de garde, on est un peu tout seul, avec l'équipe paramédicale, mais on est un peu tout seul, et c'est celui qui est de garde qui a raison, comme on dit souvent, et à un moment, faut passer à l'acte, même si, évidemment, on est aussi une équipe. Bon, s'il y a une seule personne à qui il fallait poser cette question, qui, moi, me passionne, et elle me passionne parce que j'arrive pas à avoir un avis, c'est vous, puisque vous avez été, j'ai presque envie de dire, des deux côtés. Est-ce qu'il faut lever les brevets sur les vaccins, Raphaël?
Cette question est absolument passionnante. J'entendais ce matin que le président sud-africain, qui sait de quoi il parle d'une apartheid vaccinale, d'un côté. Et d'un autre côté, j'ai Frédéric Bancel, Moderna, qui dit, si vous voulez que d'autres que nous, parce que ce seront d'autres que nous, soient là pour la prochaine pandémie et vous trouvent un vaccin en 1 an comme nous on l'a fait, alors il ne faut pas lever les brevets parce que plus personne ne se jettera à l'eau. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'un côté comment marchent les brevets et puis le cas spécifique de ce qui nous arrive en ce moment et d'anticiper les prochaines pandémies ou autres. On aura besoin effectivement d'autres brevets. Donc déjà d'une façon générale quand même toute notre business, c'est pas que ceux des investisseurs mais ceux des entrepreneurs et de tous les maillons de la chaîne et les parties prenantes, oui, repose sur des brevets. Nous c'est la matière première qui a une certaine durée de vie. Pour laquelle les gens, de nouveau les entrepreneurs, mais aussi l'académique, mettent beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça que le système fonctionne. Alors, le remettre en question pour un résultat qui, je pense, ne serait pas aussi bon qu'on penserait pour ce qui est du Covid. Pourquoi pas aussi bon? Parce que finalement, est-ce que ça va vraiment accélérer? Il faut se rendre compte que certes, la valeur est dans les brevets pour pouvoir recopier, mais il y a beaucoup de valeur dans le savoir-faire et dans la vitesse à laquelle on veut que ces vaccins arrivent dans les pays en voie de développement. Donc, moi, je pense que un modèle... Les Sud-Africains, les Indiens disent, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire, ils disent... Si vous ne levez pas les brevets, nous, on est prêt à mettre des centaines de millions dans l'outil de production, on y est prêt, particulièrement les Indiens qui sont les premiers fabricants du monde. Mais il faut d'abord, d'une certaine manière, qu'on ait l'assurance de pouvoir le faire. Oui, mais je pense, enfin moi c'est mon opinion, de casser le système à cause de cette espèce de jurisprudence, de casser tout le système en fin de compte, parce que effectivement pour une prochaine pandémie, mais pour tout le business, et je parle pas que pour nous Géto à notre micro-échelle, je parle de tout le business, parce que comment plus personne ne va faire des efforts ensuite. C'est pour la prochaine pandémie, c'est pour ce qui se passe par exemple sur les antibiotiques. Personne n'investit sur les antibiotiques, puisque sur les germes résistants, les bactéries résistantes. Pourquoi? Parce que finalement, le business model n'est pas prouvé aujourd'hui. Donc, quand le business model n'est pas prouvé financièrement, les pharma n'y vont pas, les startups n'y vont pas, les gens comme nous n'y allons pas parce qu'on ne voit pas in fine le retour sur investissement. Donc, il ne faut pas casser le jouet qui est plus qu'un jouet, qui est quelque chose qui marche et qui est mérité, parce qu'il y a des centaines de millions d'euros parfois investis avant d'arriver. Des milliards. Le mRNA, l'ARN messager, il est arrivé au bout de 20 ans. Donc c'est l'effort de plusieurs personnes. Donc après, effectivement, il y a Moderna, ils disent, je crois que c'est 10 milliards. Ils ont levé 10 milliards pour se lancer, pour démarrer et pour passer des années sans faire le moindre chiffre d'affaires. Et puis je ne sais pas si vous avez aussi entre guillemets les dessous de l'histoire sur les brevets, justement entre finalement c'est Moderna qui a avancé le plus vite sur ces mRNA, qui a eu ses brevets, mais qui n'a pas pris la licence exclusive à l'époque. Et du coup, BioNTech a pris d'une moitié. Donc on peut se dire, oui, tant mieux que ces brevets soient partagés quand on regarde ça, parce que sinon on n'aurait pas autant de vaccins aujourd'hui. Maintenant, de là à lever les brevets comme ça, je pense que c'est dangereux, surtout que c'est pas efficace derrière. Moi, je serais plus pour avoir des Pfizer ou autres qui délivrent du vaccin, même gratuitement. Oui, c'est ça. C'est ça. Que ce soit leur choix d'entreprise, à un moment que de faire des dons. Oui, de faire des dons. Et puis ça, ils peuvent. Je veux dire, je pense que le retour sur investissement, ils l'ont eu largement. Ouais. Donc, Mais alors, Raphaël, en fait, c'est tout le sujet passionnant de votre métier. Et encore une fois, poser la question à un médecin, c'est formidable. C'est le mot business. Accroché en fait à la santé, aux médicaments, à sauver des vies, etc. Vous avez connu des patients dans la détresse, et en face, il y a le mot business qui est là. Voilà. Et c'est ce moteur-là qui est compliqué à en fait, ça va admettre. ensemble. Et quand vous réfléchissez, c'est le seul business au monde où vous avez à la fois un intérêt si grand pour la société et pour donc les patients, ou même en prévention, pour les êtres humains, et en même temps la possibilité de faire des gros retours sur investissement, parce qu'il n'y a pas d'autre industrie au monde où vous avez des sociétés qui peuvent valoir plusieurs milliards, même sans avoir même de chiffre d'affaires. Ici, Moderna a des chiffres d'affaires. C'est sur des chiffres d'affaires projetés. Et on ne parle pas de bulles ou de choses qui vont pas exister. C'est de nouveau lié au brevet. On y revient. Ouais. Et donc, pourquoi il faut aller vite dans notre métier? C'est vraiment la stratégie de Géto. On va y venir sûrement, mais la stratégie de Géto, c'est intéressant tout ça, mais j'aimerais bien qu'on parle de ma boîte quand même. Non, pas du tout, parce que tout ça a une histoire. En tout cas, je le tiens. Donc, c'est d'investir pour faire croître ces sociétés de biotech et les accélérer pour aller au marché. Alors, à la fois l'intérêt du patient, c'est comme ça qu'on a défini notre mission, c'est aller plus vite pour le patient,
plus loin avec l'entrepreneur, parce qu'il ne faut pas s'arrêter juste à investir et juste jouer au poker. Pile ou face, exactement. Et donc vraiment aller plus loin pour les accélérer vers le marché. Et ça, c'est aussi pour avoir des retours beaucoup plus importants, parce que c'est à ce moment-là, quand la société est sur le marché, que c'est et ça veut dire, alors puisqu'on parle de risque, c'est quoi? Un investissement sur 10 qui sera rentable? Alors je pense qu'il ne faut plus le voir comme ça, parce que c'était effectivement dans le passé un peu ce côté on flip the coin, là, on retourne la pièce. Voilà, où on achète des tickets de loto. Où on achète des tickets de loto. Et nous, vous vous rendez compte que dans notre spécialité, c'est pas comme ça. Et les gens ont beaucoup l'impression que c'est un peu le risque binaire, où évidemment qu'il y a du risque. Néanmoins, il y a beaucoup en exécution. Pour pouvoir vraiment, une fois que la science est là, finalement, c'est plus que 20% du succès. Et c'est vraiment, de nouveau, j'en reviens à Géto, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai voulu concevoir Géto, où on a une équipe dans Géto, dans l'équipe d'investissement, qui est faite de plusieurs talents, qui ont du track record, comme on dit dans le jargon, dans différentes maillons de la chaîne, depuis la science jusqu'au marché. Oui, sauf qu'à un moment, Raphaël, bon Dieu, le nom de la biotech m'échappe, vous la connaissez puisque vous êtes au board, qui lutte contre les allergies, et notamment l'allergie contre l'arachide, avec un système de patch. Oui. Le nom de la... DBV Technologies. Voilà, excusez-moi, j'attendais la... Elle me disait oui, mais moi je pip, mais non, ça me fait pas. DBV. Un moment, alors je sais plus, mais phase 1, phase 2, phase 3, et un moment phase 3, clac, il manque dans le quorum 2 trucs, et boum, c'est fini. Oui, mais ça aussi on peut... Mais non, alors ça s'arrête pas, parce que derrière la FDA... a déclaré, et d'ailleurs ils ont eu le produit approuvé sans augmenter, enfin sans faire des nouveaux essais cliniques. Donc finalement c'était qu'une question, quand je dis une question d'exécution. Alors je veux pas les blâmer parce que c'est compliqué notre métier quand même, hein. C'est sophistiqué. C'est pour ça que nous, de nouveau, on a plusieurs personnes qui connaissent bien pour pouvoir aider l'entrepreneur à une sorte d'ange gardien pour l'exécution. Moi j'ai beaucoup regardé d'ailleurs les fonds de buyout et les sociétés financées par ces fonds-là en se disant c'est pas parce qu'on innove qu'on doit faire que rêver. Donc exécutons. Alors, ça nous amène à l'autre question. Alors, justement, on va parler de Géto Capital. Vous m'avez donné un chiffre qui m'a surpris d'ailleurs, parce que quand vous avez donc démarré il y a 15-20 ans, 45% des molécules sortaient des startups. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus de 70%. Ah mais voilà, c'est ça. Bah oui, quand vous regardez... Moi, je me souviens de Vibarer à la tête de Sanofi à l'époque où le patron de Sanofi nous parlait, qui disait, écoutez, la vérité, elle est à Boston et dans le rachat des startups, en fait, pour les big pharma. Comment est-ce que vous pouvez lutter avec des capacités d'investissement qui sont colossales? Alors vous levez des centaines de millions d'euros, hein, on donne les chiffres, mais eux sont des dizaines de milliards. Alors, c'est un début et je pense que Géto justement un rôle à jouer en investissant beaucoup plus d'argent dans certaines sociétés pour les pousser à cette croissance-là, pour pousser à vraiment développer tout ce potentiel d'innovation. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous citiez Moderna et puis on a dit BioNTech, parce qu'on dit Pfizer, mais c'est BioNTech, c'est quand même deux startups. Donc ça vient de là. Donc comment faire? Effectivement, mettre plus d'argent, les accompagner plus. Vous avez parlé de Boston. Non, maintenant c'est en Europe que ça se passe. Alors pas que, évidemment, que ça continue à Boston, mais et aux États-Unis, mais en Europe, il y a énormément d'opportunités. Nous, on le voit. On a un très très beau deal flow. On a fait 3 investissements et on pourra y revenir dans des très belles sociétés, dont 2 françaises et 1 hollandaise. Et bientôt on va en annoncer. Non, on n'y reviendra pas parce que ça va être trop technique. Bon. D'accord. Non, mais moi, j'ai expliqué ça comme un médecin. Donc ouais, oh bah alors, raison de plus. Alors, non, non, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Je veux expliquer ça comme un malade. Alors, on va dire ça comme ça. Peut-être c'est mieux. Donc, oui, il faut mettre plus d'argent et c'est pour ça que Géto a une stratégie d'investir non seulement plus d'argent, mais en continuité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste le modèle du early stage, comme on dit, puis later stage, puis crossover, puis hedge fund, nous, on investit tout du long pour permettre vraiment d'accélérer et de pousser à cette continuité qui va faire qu'on va avoir des gros succès et des médicaments qui vont venir de sociétés européennes. Alors certes, pour l'instant, on est encore plus petit, mais un signe d'ailleurs, je me permets de rajouter, c'est qu'on voit des investisseurs américains qui venaient avant plutôt timidement, en suiveur de nos investissements, qui aujourd'hui viennent en lead. Il y en a un récemment, un gros fonds américain dans la biotech, il a déménagé à Paris. Et alors il a déménagé à Paris, c'est important, Raphaël, parce qu'on est tous, franchement, alors, et je veux surtout pas jeter la pierre à Sanofi, mais c'est vrai que c'est un petit choc quand même, quand vous vous rendez compte que vous, France, un pays de Pasteur, comme on le dit partout, je crois, et j'ai lu, on n'a même pas, c'est pas qu'on n'a pas d'ARN messager, c'est qu'on n'a même pas la plateforme qui ferait qu'on serait capable de faire notamment le vaccin ARN messager si jamais on avait le brevet pour le faire.
On est déclassé ou on n'est pas déclassé? Non, on n'est pas déclassé. On a plein d'autres innovations, mais qui ont été effectivement sous-exploitées. Et je pense qu'il faut voir Sanofi comme plutôt un acteur global, qui certes a pas eu les messagers. Sortons de Sanofi, d'une manière, le pipe, la dynamique, voilà. Donc non, c'est justement, c'est pour ça que je dis, la santé c'est global. C'est pour ça que je reprends sur Sanofi pour dire, la santé c'est global. Donc l'innovation, vous allez la chercher partout. Donc effectivement, l'ARN messager est pas venu de France, mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies de vaccins ou dans d'autres domaines où on est très très bon. Et donc effectivement, là, faut pas rater le coche des prochaines fois. Et ça passe par être ambitieux et la vitesse d'exécution. Hein. Je reviens à ça, à l'accélération. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on est jusqu'à présent pas aussi bon, on va le dire de façon positive que les Américains. C'est ça aussi, c'est l'argent. Mais c'est le terme qu'on emploie pour les sources, là, vous savez, quand on met le pied, ça gisque. On peut dire ça, c'est-à-dire il y a du dynamisme, il y a de la recherche. Il y a des scientifiques qui sont de plus en plus avec l'esprit entrepreneur. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. La seule chose qu'on n'est pas complètement encore, c'est le marché public, marché public boursier, Euronext aujourd'hui en biotech qui est pas encore là, mais qui commence à se réveiller. Puis il y a plein d'efforts qui sont mis. Aujourd'hui, c'est vrai que le Nasdaq pour le coup prend le dessus. Mais sinon, tout le reste, on n'a rien à envier. Et au contraire, de nouveau, je vous dis, les Américains sont en train de venir, les Chinois aussi, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des fonds comme Géto et d'autres d'ailleurs. Alors, il reste 1 minute pour l'un de vos investissements, si vous voulez. L'un des investissements. Alors, l'un des trucs qui vous fait vraiment rêver là. Alors, l'un des trucs qui fait rêver, je vais parler de. Enfin, les trois font rêver. Allez, il faut choisir un. Alors, je vais choisir parce qu'on a fait on a fait 3 investissements d'un coup là en 4 mois après 9 mois de gestation du fonds, puisqu'on a levé le fonds. J'allais dire, c'est comme les enfants, il faut choisir un moment. Dans le triplé, c'est le troisième, c'est une femme CEO qui donc directrice générale et fondatrice, qui est une spécialiste dans le domaine des maladies rares du squelette, qui sont des maladies terribles génétiques, mais qui font que les enfants ont des déformités, où ils peuvent ne pas respirer, ils peuvent avoir des complications très très graves. Et elle avait fait une première société, donc elle vient de l'INSERM, elle a été aussi 10 ans à Harvard, Elvire Gouze, elle a fait une première société qui a été vendue sur un seul produit à Pfizer pour beaucoup d'argent. Et là, elle refait une autre société, mais cette fois-ci avec un portefeuille potentiel de produits bien plus ambitieux. Et nous, on l'accompagne dans cette ambition. Et donc, InnoScale avec certes sur des maladies rares, mais avec des services rendus aux malades très, très, très importants. Et en particulier quand on parle d'enfants, évidemment. Quand on se bat contre ça, on sait pourquoi on se lève le matin. Exactement. Donc même si je ne suis plus au contact des patients, je me console comme ça. Ouais, tout à fait. Raphaëlle Tordjman, donc la fondatrice de Géito Capital, était notre invitée sur Bismart. Raphaëlle Tordjman, la fondatrice de Géito Capital, était notre invitée sur Sud Radio. Le patrimoine et la relance du patrimoine dans un instant. On repart les amis, on repart avec alors ce qui va être, on termine avec ce qui va être, on espère, une espèce d'hystérie de visite de patrimoine, de consommation d'art, de tout ce que la France peut nous offrir aujourd'hui en termes de monuments, de musées divers et variés. À l'assaut du patrimoine, avec Christian Clark de Dromantin. Bonjour Christian. Bonjour. Cofondateur donc de Patrivia. Je dois dire, Christian, donc quand on se balade on va raconter évidemment ce que fait Patrivia, je trouve ça formidable. J'étais saisi que ça n'existe pas encore, mais on va faire un tour sur votre site. La beauté du château de Chantilly, j'en avais pas. Ah oui, c'est incroyable. Et puis en plus, c'est exceptionnel. En RER depuis Paris, c'est hyper facile. Après, vous marchez dans la forêt, c'est magique. C'est la deuxième plus grosse collection de tableaux après le Louvre. Ah oui, mais alors ce qu'on voit sur votre site, c'est l'extérieur. Bien sûr. C'est les pièces d'eau et le dessin des pièces d'eau. Magnifique, construit sur un marécage. Vous imaginez le travail incroyable qu'il a fallu. C'est beau. Enfin, c'est beau la France. Ah ouais. Non, mais vraiment, les deux, c'est. Et alors, vous donnez un autre, parce que j'ai été regarder un autre que je ne connaissais pas. Alors, celui-là, je crois qu'il est du XVe siècle à Quimper. La résidence, je ne dis pas de bêtises, des évêques de Quimper. Château de Lanniron. Magnifique. Mais l'inverse, en fait, de Chantilly, c'est-à-dire quelque chose de très discret. Absolument. Qui donne sur une rivière magnifique avec une orangerie incroyable. Des jardins sublimes, c'est fleuri comme nulle part. C'est vraiment un havre de paix et ça, c'est en plein Quimper et c'est incroyable. Bon alors, le sujet, c'est le ticket unique. Est-ce qu'on peut résumer comme ça, Patrivia ? C'est le premier système de paiement en ligne pour réserver des billets pour des visites de châteaux, musées, monuments et jardins. C'est la billetterie en ligne du patrimoine. Ouais.
Mais enfin, ça n'existait pas. Non. Enfin quoi, c'était par ville, par exemple, je crois. Si vous pouviez acheter un espèce de passe ville de Paris qui vous donnait 3, 4 ou 5 monuments maxi. C'était ça, c'est ça l'état de l'art. Il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on a commencé, il y avait 99% des châteaux et des musées qui n'avaient pas de système de paiement en ligne, alors que 30% des achats touristiques se réalisaient par Internet dans le tourisme. Et du coup, on a décidé de créer Patrivia. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait des abonnements par ville, parfois par département, par région. Voilà, c'est ça. Et nous, du coup, on a décidé de créer le Pass Patrimoine. Qui est il est arrivé avec son Pass Patrimoine, dites donc. Premier abonnement. Magnifique. Donnez-moi le Pass Patrimoine. Oui, mais c'est en ligne, là. J'ai un petit ticket, parce qu'on est rassuré par un petit ticket, mais... Ah non, vous pouvez le recevoir soit en ligne, soit par la poste, si vous voulez l'offrir. C'est quel château, ça? Villandry. Villandry. C'est où, Villandry? C'est en Centre-Val-de-Loire. Vous avez vu ces jardins magnifiques? Ah, mais de toute façon, le Val-de-Loire, c'est... C'est fou parce qu'on a, on a un peu plus de 60 châteaux dans le Val-de-Loire et la plupart des personnes en connaissent seulement entre 5 et 10. Ben oui, bien sûr, c'est normal. Et vous connaissez les 60? Naturellement. Vous avez visité les 60. Alors attends. Et Christian, il y a deux choses. La première, c'est, comme tu dis, la digitalisation. Ouais. C'est-à-dire, il en est des monuments comme des commerces. À un moment, les gars, faut y aller. C'est ça le... Absolument. Bon, absolument. Et la digitalisation, c'est un moyen comme un autre de pouvoir ramener plus de trafic, plus de monde et de se faire connaître à une plus grande échelle. Évidemment, mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? En fait, on centralise l'ensemble de l'information dans une seule et même billetterie. Oui, ça on va y aller. Mais d'abord, il faut aller voir les châteaux. Combien de châteaux du Val-de-Loire ? 500. En tout, on a 550 monuments. Oui, mais ceux-là, là, les 60 et les plumettes, il faut aller les voir les uns après les autres. Tout à fait. En disant, vous avez un site internet, vous avez un moyen de paiement, vous avez etc. Le gars, non. Voilà, et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez venir sur Patrivia et si vous avez déjà un système de paiement en ligne, eh ben c'est pas un problème parce qu'on peut agir en tant qu'apporteur d'affaires. C'est ça. Et notamment auprès des comités d'entreprise et des entreprises de manière globale. Mais vous les aidez à se digitaliser, ceux qui ne sont pas digitalisés ? Absolument. Si vous voulez, on a fait... Vous avez un kit de mise à niveau, voilà. On a créé un guide des bonnes pratiques qui fait un peu plus d'une 40aine de pages pour leur expliquer tout ce qui fonctionne avec le retour d'expérience de ces 500 monuments et plus, notamment sur les réseaux sociaux, de quelle manière est-ce qu'on peut marketer son château, par exemple Chambord, François Ier, Chenonceau, le château aux dames, le château aux jeux, etc. Raconter des histoires. Hein. Raconter des histoires et événementialiser les visites, et puis après de quelle manière est-ce qu'ils peuvent se faire connaître, notamment sur Internet, quels sont les événements qui fonctionnent, et après les mettre en relation avec notre carnet d'adresses de start-up pour qu'ils puissent se développer sur des thématiques que nous, on ne maîtrise pas. Quand on ne sait pas bien faire, on les recommande vers des gens qui savent bien faire. Attendez. Alors exemple de ces startups, carnet d'adresses de start-up, exemple de start-up. Il y en a plein. Par exemple, vous avez Ask Mona, qui est un chatbot digital pour les musées notamment et pour les monuments de manière globale. Vous avez Ask Mona, absolument. Mona Lisa, évidemment. Absolument. Wow. Je pense que ça vient de là. Ask Mona. Guest Views, qui est un livre d'or numérique à la sortie des châteaux et des monuments. Et vous avez par exemple Histovery, qui vous permet de visiter les châteaux et à travers une tablette pour vous reproduire quels étaient les meubles, les menus et autres. En fait, c'est de quelle manière on peut mettre le digital au service du patrimoine. Et tous les dispositifs de réalité augmentée, effectivement, absolument, qui vous replongent, pour certains d'entre eux, dans la période pendant laquelle le château était habité et au fait de sa puissance. Il faut, j'imagine, que ce soit en anglais, tout ça. Enfin, en anglais, en allemand, en chinois, en japonais. Alors, pour l'instant, nous, le site est traduit en anglais et en français. Non, mais encore, je parle à la limite de vos clients, des monuments. Parce que c'est ça aussi qui m'intéresse à travers vous. C'est la façon dont ils sont obligés de faire une sorte de saut quantique dans l'univers de l'Internet. Bien sûr, et en fait, ce que nous, on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on va traduire le site en 6 langues différentes. Et donc, les gestionnaires de monuments n'auront rien à faire. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on leur permet de gagner du temps, de l'argent et surtout des visiteurs en plus pour qu'eux puissent se concentrer sur l'énorme tâche qu'ils ont par rapport à la sauvegarde du patrimoine qui est faramineuse et je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Donc vous disiez, hein, la moitié des achats touristiques en Europe se fait via Internet. 30%. Et alors, vous avez des éléments en plus qui sont centralisation de l'information, géolocalisation, calendrier interactif. Racontez-moi un petit peu tout ça. Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un monument, de manière globale, va avoir plusieurs calendriers, à la fois pour des événements,
toute l'année, à Noël, ou alors pour des expositions temporaires, avec à chaque fois des tarifs différents et des horaires différents s'il y a des visites. Donc voilà, donc nous on propose un système de calendrier interactif. Et puis en fait, Patrivia n'est pas seulement une plateforme, c'est aussi un logiciel. Et donc on a pu développer un peu plus de 60 fonctionnalités, notamment une qui vous permet de réserver par jour, créneau horaire et seuil de personnes. Très pratique quand on va avoir des quotas pour permettre d'ouvrir ces monuments dans le respect des règles sanitaires voulues par le gouvernement. Oui, la fameuse jauge. Absolument. En fait, on est là pour les gestionnaires de monuments, on est une start-up. Oui, mais on a le temps de rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément de choses, Christian. C'est-à-dire, parce que vous allez très très vite en fait. Globalement, aujourd'hui, enfin, vous savez, c'est ce fameux, je me souviens plus du chiffre exact. L'industrie touristique, à un moment, je crois que c'était d'ailleurs sous l'impulsion de la Caisse des dépôts, avait sorti, c'était comment on va dire ça, une instance de lobbying. Je crois que c'était 46.2. Enfin, c'était le point GPS du centre de la France. Et leur propos, c'était de dire, les amis, si on n'y prend pas garde, nous ne sommes que ça. C'est-à-dire, nous sommes, et nous allons redevenir, dans une compétition touristique mondiale. Le monde entier a des choses extraordinaires à offrir. Et si on se contente un petit peu comme les grands vignobles, de se dire, non mais on est la France, on est Chambord, on est Chenonceau, etc., à un moment, les gens vont plus venir. C'est le cœur de la démarche, ça. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, vous avez l'industrie du tourisme qui pèse 7 points dans le PIB, et notamment la moitié des touristes étrangers qui venaient pour une raison culturelle. Et la France doit se renouveler, se réinventer, etc., etc. Et notamment, moi je pense, se rassembler dans le patrimoine et la culture à travers, avec les musées également, par rapport à un risque d'ingérence numérique étrangère qui arrive et qui a déjà balayé quelques marchés. Ah oui, mais je pense même pas à ça, moi. Je pense juste à la rentabilité. Enfin, sur ces fameux, combien? C'est 90 millions de touristes, hein, je crois, à peu près. Il y en a la moitié qui nous traversent pour aller en Espagne, ou pour aller au Portugal, ou pour aller en Afrique du Nord, enfin peu importe. Là où ça devient très puissant, votre histoire, c'est que ce calendrier interactif, cette géolocalisation, cette centralisation de l'info, tout à coup, si je suis hollandais, je vais continuer à traverser, mais au lieu de traverser en 2 jours, je vais traverser en 1 semaine. C'est ça Absolument. Avec des États. Et c'était pas possible jusqu'à avant vous, quoi. Tout à fait. Et puis c'est pour nous vraiment la manière de dire aux automobilistes également, faites une pause pour ne pas avoir d'accident et profitez-en pour voir du beau, vous faire du bien, parce que le beau, ça fait du bien, et notamment avec Patrivia. Comment ils vous accueillent, les gestionnaires de patrimoine, de châteaux, etc. Très bien. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr parce que je vois bien le gars se dire ouais mais vous allez faire la promo du type d'à côté, etc. Enfin, je vois bien je vois dans votre sourire que je suis pas loin de taper juste. Il y a plusieurs types de gestionnaires de monuments. Déjà, nous on travaille avec des mairies, des départements, des régions, l'État, des entreprises et des particuliers qui ont tous un fonctionnement différent. Et ensuite, on travaille avec des monuments à forte fréquentation, comme Chambord, Chenonceau, Amboise, le Lucé, le musée de l'Armée, etc. Et des monuments à faible fréquentation. Ouais. Et certains qui sont très digitalisés, notamment les plus gros, et qui travaillent déjà avec beaucoup de revendeurs, et d'autres qui ne sont pas du tout digitalisés. Donc effectivement, nous on parle à des gestionnaires de monuments qui ont en moyenne d'âge 70 ans. Et donc on a dû en évangéliser certains sur les bienfaits de l'Internet, comme certains peuvent dire. Donc c'est vraiment important. Des Internet. Oui, des Internet. Ouais. Des Internet. Et c'est vraiment... et nous, on a un rôle d'accompagnateur à travers ces personnes, un peu pas de lanceur d'alerte. Oui, mais parce que pour que ça marche, pour que Patrivia marche, il vous faut le patrimoine oublié, mais il vous faut aussi les grands monuments. Bien sûr. Et oui, c'est ça. Parce que les personnes sont naturellement attirées par les grands monuments de ceux qui connaissent, qui vont pouvoir vous visiter. Et après, on va pouvoir leur dire justement sur Patrivia, vous avez visité ce monument, avez-vous pensé à celui-là, que vous ne connaissez pas et que vous n'auriez pas connu autrement. Mais je comprends bien la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut faire appel, je vais appeler ça au sens civique, patriotique, j'en sais rien moi, des invalides, pour que ils acceptent que vous vendiez leur ticket, parce que être sur Patrivia, ça veut dire soutenir aussi l'ensemble des monuments et l'ensemble du patrimoine. Absolument. Qui aujourd'hui est en difficulté. Stéphane Bern vous adore, j'ai vu ça sur votre... une photo avec Stéphane Bern. Effectivement, on a pu faire un partenariat avec la Fondation du patrimoine et la mission Bern. Je crois que Bern est admirable dans son combat, il est de tous les combats, sur tous les fronts, et je tiens encore à le remercier pour tout ce qu'il fait. Vous aussi. Merci. Non, mais et puis vous citiez un chiffre que j'ai oublié, mais sur le taux de détention, ça coûte tellement cher d'entretenir un château.
qu'en fait, on reste sur des taux de détention, je crois, de quelques années à peine, hein, mais les gens n'y arrivent pas, quoi, c'est ça. Hein. Un château dans une famille privée reste en moyenne 7 ans voilà, c'est ça. avant de se rendre compte que, effectivement, le côté un peu romantique du château à la campagne, c'est compliqué. Et notamment, un château de moins de 2000 mètres carrés aujourd'hui coûte environ 80 000 euros, enfin en moyenne 80 000 euros de dépenses par an, alors que vous pouvez acheter un château pour le prix d'un 50 mètres carrés à Paris. Donc vraiment, moi je trouve que les gestionnaires de monuments sont des gens héroïques et je tiens encore à les féliciter et à leur apporter tout mon soutien. Et maintenant, ils ont Patrivia et le Pass Patrimoine. Christian Clark de Dromantin donc était notre invité, notre dernier invité sur Bismart. On se retrouve demain, les amis. Merci beaucoup. Christian Clark de Dromantin, donc sur Sud Radio, cofondateur de Patrivia. On se retrouve demain sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.